Claire Martin, dans son livre La joue droite, nous écrit que, au plus menteur des enfants, le mensonge des adultes semble scandaleux. Je suis Marine, belle maman, maman et éducatrice spécialisée. Bienvenue dans cet épisode numéro 9 du podcast Marine, maman éducatrice, où nous allons aujourd'hui tenter de répondre à la question « Qui est le Père Noël ?» Pour démarrer cet épisode, j'aimerais commencer en rappelant que les propos que j'engage ici sont des propos personnels, familiales, et qu'en aucun cas il ne s'agit d'une vérité vraie ou d'un jugement de notre part envers les familles qui ont fait des choix différents des nôtres. Voilà, c'était un petit mot à rappeler, c'est valable pour ce sujet d'aujourd'hui, très sensible, qui va toucher aux croyances de nos enfants, mais qui est également valable pour tous les choix pédagogiques, pour tous les choix familiaux, pour tous les choix de vie que vous pouvez faire pour vous ou pour votre famille. Alors il est cette grande question qui revient à Noël, qui revient à Pâques, qui revient quand un enfant perd une dent, qui revient le soir au moment du coucher. Doit-on faire croire au Père Noël, à la petite souris ou à la fée des dents, au lapin ou aux cloches de Pâques ou au marchand de sable? Ici, nous avons décidé de ne pas faire croire à ces personnages imaginaires. Alors, je dis bien faire croire, puisque quand ils croient à quelque chose, nous les laissons croire et se faire un avis par eux-mêmes. C'est le cas pour Monsieur E qui est plus grand. On n'a pas encore ce souci avec Mademoiselle E qui n'a que 2 ans et qui n'a donc pas encore réellement de croyance dans des personnages imaginaires comme ça. Mais en tout cas, voilà, notre choix, c'est de ne pas faire croire à ces personnages-là. Et pourquoi ? Tout d'abord parce qu'il ne m'était pas envisageable de leur mentir. Parmi mes grandes peurs de femme, parmi mes grandes peurs de maman, il y a celle de perdre la confiance que l'on m'a accordée. Et c'est d'autant plus fort et d'autant plus vrai quand il s'agit de nos enfants. Mon beau-fils, lui, a vécu d'autres choses étant plus petit, donc il croyait déjà lorsque je l'ai rencontré. Et c'est ces croyances-là qui ont été proposées à cet enfant et que mon conjoint a pu entretenir, qui a fait naître effectivement des discussions et des débats pour nous amener à choisir ce que nous souhaitions ou pas pour notre plus jeune. Et donc cette notion de mensonge a été un pilier important de cette discussion, de cet échange. Il n'y a pas de gentils ou de méchants mensonges. Il n'y a que des mensonges. Et les enfants apprennent par imitation, donc je ne veux pas donner l'exemple à nos enfants de leur mentir, puisque ce serait en fait leur apprendre à mentir. De la même manière, je souhaite que mes enfants ne soient pas incohérents dans leurs choix. Je souhaite que nos enfants soient droits. Et donc, je ne peux pas me permettre, moi, d'être incohérente et de leur montrer de l'incohérence qu'ils risqueraient de reproduire. Cette incohérence, on peut par exemple la trouver dans ces croyances-là par rapport à certains personnages. Par exemple, nous ici en France, c'est la petite souris qui va porter une pièce dans les histoires les plus communes lorsqu'un enfant perd une dent. Les enfants des cousines aux États-Unis où c'est la fée des dents et qui ne va pas mettre une pièce mais qui va mettre un cadeau. Ensuite, moi je suis issue d'une famille chrétienne, catholique, et donc pour nous c'était les cloches de Pâques qui venaient apporter des chocolats dans le jardin. Là où dans la famille de mon conjoint c'est un lapin. Vous voyez le genre de petites incohérences que nos enfants vont finalement vite déceler. Il y a cette histoire de cohérence, de mensonge qui nous gêne beaucoup et toutes les différentes menaces et chantages qui peuvent tourner autour de ces personnages-là. Combien de parents disent à leurs enfants que le Père Noël ne passera pas s'ils ne sont pas sages? Donc ça, c'était les 2 plus grosses raisons. Et ensuite, il y a eu des petites raisons qui sont venues se greffer. Il y a, par exemple, le fait d'éviter les moqueries. C'est notamment vrai pour notre grande 8 ans, donc qui avait un niveau de CE2 mais scolarisé en CE1 et qui s'est retrouvée parfois à rentrer de l'école blessée, touchée parce que tous ses copains, sans exception, se moquaient de lui, ne voulaient plus jouer avec lui, parce qu'il croyait encore au Père Noël et qu'il défendait mordicus devant ses camarades qui lui disaient que c'était les parents, que non, le Père Noël existait. À un moment donné, s'est posé la question, est-ce qu'on continue de le laisser croire et de voir cet enfant-là malheureux le soir, ou est-ce qu'on lui explique que c'est une histoire, que c'est un personnage imaginaire qui
pourrait lui permettre de recréer du lien. C'est le choix que l'on a fait pour effectivement couper un peu à ces moqueries qui le pesaient énormément. D'autres choses qui sont venues en complément a été du coup de transmettre et d'enseigner des traditions et des histoires plus larges. Par exemple, pour Noël, on est autour des célébrations également païennes et du solstice d'hiver. Tout comme à Pâques, par exemple, on va être autour de l'équinoxe de printemps. Autant de choses qui vont venir finalement ouvrir l'esprit de l'enfant, remettre une fête dans un contexte plus environnemental, dans un contexte familial aussi et culturel, puisque autour de toutes les fêtes que l'on peut avoir aujourd'hui, on a des traditions religieuses, qu'elles soient chrétiennes, qu'elles soient païennes, qu'elles soient musulmanes ou qu'elles soient juives. Encore une fois, quand on essaye d'ouvrir l'esprit de nos enfants, la question de la religion est quelque chose d'important, la question des religions est quelque chose d'important. Et je pense que je dédierai un épisode entier de podcast à cette thématique. Mais en tout cas, voilà, ça permet de traiter des traditions et des histoires à travers le temps et à travers l'espace aussi, puisque les traditions, les histoires ne vont pas être les mêmes selon si on se trouve en Europe, en Asie, en Amérique et même au sein des différents pays d'Europe, il va y avoir des différences. Ici en France, on va parler du Père Noël. En Allemagne, c'est Saint-Nicolas, Santa Claus, qui va vraiment avoir un poids et un impact. Autant de cultures différentes que l'on peut transmettre à nos enfants quand on casse cette barrière de ce gros bonhomme rouge qui va venir apporter des cadeaux à condition que l'on soit sage. Ou de cette petite souris qui va réussir à se frayer un chemin jusqu'au lit de nos enfants pour venir récupérer une dent tombée. Voilà, ça ce sont vraiment des choses qui nous ont marqués. Et plus spécifiquement pour Noël et Pâques, le fait de ne pas mentir, de ne pas faire croire à nos enfants à des personnages imaginaires, on va pouvoir réinscrire les vraies valeurs humaines de ces événements-là. Alors c'est d'autant plus vrai et d'autant plus facile à saisir à Noël. Noël, pour nous, est une fête d'amour, de partage, de don de soi, est une fête où l'esprit de famille est extrêmement important. Et le gros inconvénient, c'est que quand le Père Noël fait un cadeau, eh bien le Père Noël fait un cadeau. Point. En venant changer ça, si ce n'est pas le Père Noël qui fait les cadeaux, mais si ce sont des gens en particulier qui font des cadeaux, alors on va remettre plus de valeur sur ce geste d'offrir, sur ce geste de recevoir, et on va pouvoir orienter la gratitude également que l'on a quand on reçoit un cadeau. Je n'ai jamais vu d'enfant écrire une lettre au Père Noël après Noël pour les remercier des cadeaux reçus. Je n'ai jamais vu un enfant faire un dessin au Père Noël après Noël. Les enfants le font avant cet événement-là pour demander des cadeaux, pour réclamer des cadeaux et en aucun cas derrière pour eux aussi offrir ou pour remercier. Donc ce choix de ne pas faire croire au Père Noël vient un peu couper ça et remettre ce sentiment de gratitude et tout le sens du don au cœur de cet événement familial. Il est sûr et certain que le Père Noël est un terme que les enfants vont entendre, que le bonhomme rouge, ils vont le croiser dans les centres commerciaux, à la télévision pour ceux qui ont la télé. Le parti que nous avons pris pour expliquer cela, c'est de dire que le Père Noël, c'est en fait le personnage ou c'est le nom qui représente tout ce qu'on aime et qui nous aiment aussi, et qui nous ont offert des présents ou qui ont eu des attentions pour nous, puisque le cadeau ne doit pas être une fin en soi. Mais comme ça, en remettant du symbole derrière ce personnage du Père Noël, on lui garde corps, on explique aussi peut-être, ou on justifie en tout cas de pourquoi est-ce que les adultes en ont autant parlé, pourquoi est-ce qu'on en entend partout parler de ce Père Noël. Parce que voilà, il est un symbole, il représente tous les gens que l'on aime et tous les gens qui nous aiment et avec qui il y a un échange. Il faut bien avoir en tête qu'avant 6 ans, l'enfant ne fait pas la différence entre la réalité et l'imaginaire. Et à partir du moment où un adulte va lui dire « ceci existe, ceci est vrai », il ne va pas faire le distinguo. Et donc, il va croire avec beaucoup de crédulité ce que l'adulte lui dit et ce que l'adulte lui apporte. D'où parfois ce sentiment de trahison ou bien cette déception au moment où l'enfant apprend la vérité, trop souvent de la bouche de quelqu'un d'autre que son parent. Ça va être un copain d'école, ça va être un média, mais c'est très rarement la personne qui a dit le mensonge et qui donc va pouvoir expliquer ce mensonge.
Alors il y a quand même cet aspect-là de l'imaginaire à développer chez l'enfant, cette fameuse magie de l'événement, que ce soit Noël, la fée des dents, le marchand de sable, les cloches de Pâques, quelque chose d'un peu mystique. C'est sûr que l'enfant a besoin d'imaginaire pour grandir, pour se développer, pour démultiplier sa créativité, pour inventer des choses. Cet imaginaire-là, on n'est pas obligé d'avoir des personnages de fiction pour le développer. C'est-à-dire que déjà, avec ses jouets, donc avec ses animaux, avec ses poupées, l'enfant va pouvoir créer ses propres histoires et donc développer son imaginaire. Et ça peut se faire très tôt. Alors au début, l'enfant le fait en imitant les jeux de l'adulte ou en imitant la vie quotidienne qu'il partage avec l'adulte. Et en grandissant, à partir de 6 ans, quand l'enfant va commencer à faire la distinction entre ce qu'est la réalité et ce qu'est l'imaginaire, on va pouvoir réaborder tous ces personnages que sont le Père Noël, le marchand de sable, les fantômes, les licornes, les dragons, les korrigans, les sirènes, les fées, en précisant que ce sont des histoires desquelles il va pouvoir se nourrir, des histoires que lui aussi va pouvoir manipuler. On va pouvoir lui parler de contes, de légendes, avec des choses un peu plus éloignées de la réalité de son quotidien. Mais voilà, il nous semblait important, nous à la maison en tout cas, d'attendre que cet imaginaire et que cette différence, réalité-imaginaire, soit vraiment établie pour ne pas que l'enfant croie aveuglément ce qu'on lui dit et qu'il ait ce sentiment vraiment de trahison envers l'adulte qui lui a menti et qui s'est joué de lui. Encore une fois, ce podcast ne représente que notre avis et n'a absolument pas vocation à être un jugement envers des personnes qui auraient fait un choix différent. N'hésitez pas d'ailleurs à commenter et à donner votre avis, que vous soyez d'accord ou non. D'autres points de vue sont toujours très nourrissants pour nous. Je vous retrouve dans le prochain épisode, le numéro 10, pour parler des émotions des enfants. N'hésite pas en attendant à mettre 5 étoiles ou un petit pouce si tu m'écoutes sur YouTube. Ça vous prend peu de temps, mais ça permet de donner un peu plus de visibilité à ce podcast. Merci encore et je vous dis à bientôt sur le podcast, sur la chaîne ou dans la vie réelle.